Une valise de 5 milliards de francs CFA éclate sans bruit au cœur de Ouagadougou quand un homme élégant est interpellé en pleine rue en plein jour. Dans les discours, on parle d'investissement et de coopération, mais les services de sécurité y voient une mécanique souterraine destinée à infléchir une transition déjà fragile. Pour un spectateur, que signifie acheter un avenir politique et pourquoi le nom d'Ibrahim Traoré revient-il au centre de cette scène? Si cette somme n'était qu'une ombre, quel rapport de force se cache derrière elle? Cette histoire ne cherche pas le sensationnel, elle promet une lecture structurée d'une opération d'influence telle qu'elle apparaît dans les événements disponibles, démêler l'opacité, sans rumeur, grâce à une méthode vérifiable simple. Le spectateur gagne une carte, distinguer le geste visible, la logistique, puis l'intention, au lieu de se perdre dans l'indignation immédiate. On suivra trois registres qui se répondent: les flux d'argent, les communications et la réaction sociale, sans inventer d'éléments absents des données. Le risque, lui, est double: confondre aide et levier, puis laisser la confiance publique se dissoudre. Dans ce cadre, l'enjeu dépasse l'arrestation d'un porteur de valise. Il touche à la façon dont une loyauté peut être testée, achetée ou refusée. Les institutions ne parlent pas seulement de morale, elles parlent de vulnérabilité, de timing et de chaîne de décision. Le récit avance donc comme un démontage. Chaque étape demande ce que l'autre rend possible et ce qu'elle cache. Le fil reste accroché dès maintenant. Si l'argent circule si librement, quelle transaction demeure invisible? En 24 heures, les services de sécurité relient la valise à un réseau entre Abidjan, Accra et Paris. Le montant 5 milliards de francs CFA cesse d'être un chiffre et devient un test de loyauté. Voilà ce que cela semble signifie pour le spectateur. Une promesse politique se négocie, ici, en liquidité et en délai très court. Ibrahim Traoré apparaît alors non comme un slogan, mais comme la trajectoire que certains acteurs cherchent à infléchir. Et l'affaire prend une forme nette. Il ne s'agit pas d'un investissement, mais d'un levier. Le point de départ reste banal, une interpellation en ville, puis un faisceau d'indices qui élargit l'affaire au-delà d'un visiteur isolé. Les enquêteurs parlent d'une tentative d'achat de loyauté militaire au moment où la stabilité est décrite comme fragile. L'argent liquide sert d'accélérateur parce qu'il contourne les procédures et rend la décision moins collective. En retraçant la trajectoire du porteur, ils décrivent des intermédiaires financiers, des structures de façade dites humanitaires et des connexions qui s'entrecroisent dans plusieurs sphères du pouvoir. Ils n'affichent pas un visage unique, ils cartographient plutôt des relais, des habitudes et des points d'entrée récurrents. Une question demeure en filigrane. Si ce schéma fonctionne une fois, quelle variante peut fonctionner ailleurs? Le contexte régional n'offre aucune zone de confort. Dans le Sahel, le Burkina Faso est présenté comme un espace où économie, sécurité et gouvernance subissent des pressions simultanées et où concessions minières, aide et diplomatie se rejoignent. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré évoque une guerre invisible conduite dans des accords déjà rédigés et des chaînes de décision opaques. La question se durcit. Si une manœuvre structurée est de s'être détectée presque par hasard, combien d'autres passent sous la surface sans jamais émerger? Le spectateur reçoit donc une boussole. Regarder les signaux faibles plutôt que le théâtre officiel. Le récit peut alors avancer, non par rumeur, mais par enchaînement logique des éléments disponibles. Les personnages guides ne sont ni les financiers, ni les intermédiaires étrangers. Ce sont quelques officiers burkinabés, discrets, qui entendent les premières rumeurs d'un bienfaiteur prêt à soutenir certains cadres contre un alignement docile. Leur choix est une voie médiane: observer, documenter et remonter la chaîne sans déclencher une crise ouverte. Dans un bureau sobre, un officier reçoit un appel ambigu évoquant une
opportunité de transition et un appui logistique. Il feint l'hésitation, note les formulations, puis transmet. Ce geste clinique ouvre un suivi méthodique où chaque détail compte. Ailleurs, une rencontre informelle teste une autre brèche. Un interlocuteur parie sur la lassitude institutionnelle. La méthode reste identique. Écouter, conserver l'illusion d'un intérêt prudent et tracer la piste sans alerter ceux qui pilotent la manœuvre. À ce stade, l'intelligence n'est pas dans le coup d'éclat, mais dans la patience. Laisser parler, laisser proposer, puis comparer les incohérences. Au fil des indices, un axe se dessine entre argent liquide, réseaux extérieurs et tentatives de manipulation politique. Le scandale n'est pas encore public, mais la dynamique interne change. Certains privilégient la souveraineté plutôt qu'un confort immédiat. Pour le spectateur, cette phase est souvent la moins visible, donc la plus décisive. Elle montre comment une crise peut être évitée avant même d'être nommée, simplement en ralentissant la contagion des rumeurs et en gardant des preuves. Elle prépare aussi la question centrale. Jusqu'où une loyauté peut-elle tenir quand la pression s'intensifie? Ici, la loyauté silencieuse vaut plus que l'argent. Avant, ce n'est qu'une rumeur qui glisse d'un cercle militaire à l'autre. Après, c'est un dossier prioritaire qui impose un tempo. On parle d'un étranger poli, discret, convaincu que quelques officiers accepteraient une transition en douceur contre une aide financière immédiate. D'abord, le signal faible est traité avec prudence, puis il bascule quand une proposition devient plus explicite que les précédentes. Chaque détail s'ajoute et l'ensemble dessine un projet où l'argent liquide sert de vecteur principal d'une influence déterminée. À partir de là, les services comprennent qu'une manœuvre est déjà en cours et qu'elle exige une réponse calibrée. Le déclencheur n'est pas une déclaration publique, c'est une décision de méthode. Ibrahim Traoré assume un choix risqué. Laisser la tentative se poursuivre sous contrôle étroit afin d'identifier tous les acteurs impliqués. Le dispositif s'appuie sur des équipes restreintes, capables de suivre les rencontres, capter des conversations et tracer des mouvements sans compromettre la couverture. L'équilibre est délicat. Intervenir trop tôt disperserait les instigateurs. Intervenir trop tard laisserait l'offre contaminer d'autres unités. Chaque rendez-vous confirme pourtant que la valise et ses 5 milliards sont le cœur d'un plan non improvisé. Le crescendo s'accélère début novembre. Les intermédiaires fixent un rendez-vous déterminant dans un hôtel du centre de Ouagadougou, décor neutre, fréquenté, assez animé pour noyer un déplacement inhabituel. Les conversations qui précèdent sont enregistrées, les couloirs sont observés et l'objet revient sans cesse dans les échanges. La valise, prête à sceller l'accord. L'intermédiaire arrive convaincu que le noyau d'officiers ciblés va confirmer son engagement. Dans ce théâtre ordinaire, la bascule visée est immense. Transformer une promesse en mutinerie calibrée. Le point culminant survient le 8 novembre 2024. Au moment précis où l'accord doit se conclure, une unité spéciale surgit, neutralise les gardes, saisit la valise et arrête l'homme sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré. La scène est brève, nette et met fin à ce qui devait être le premier acte d'un scénario construit depuis l'extérieur. Les images internes, telles qu'elles sont décrites, montrent surtout des semaines d'observation et une cohésion rare parmi les loyaux. Les répliques commencent aussitôt. L'affaire n'est plus une rumeur, elle devient un symbole et l'institution se retrouve associée à l'idée de ne pas céder. Dans les heures qui suivent, l'enquête change d'échelle. Les analyses financières dévoilent des circuits liés à des sociétés écrans opérant entre Abidjan, Accra et Paris, et les autorités affirment que des schémas comparables ont déjà servi à affaiblir l'État. Sur les réseaux sociaux, une formule se propage très vite. Le CETA, plus jamais ça. Comme si l'arrestation avait coupé une mèche avant l'explosion. L'image d'Ibrahim Traoré entouré d'officiers restés loyaux
circule comme un repère de cohésion, tandis que l'opinion découvre qu'une valise peut contenir plus qu'une somme, une trajectoire nationale. Le spectateur voit alors une dynamique simple. Une valise peut ouvrir une crise, mais une réaction coordonnée peut la refermer. Rien n'est réglé pour autant, car l'arrestation ne dissout pas automatiquement les réseaux. Elle impose seulement une question plus dure. Qui, demain, tentera de remplacer la valise par une autre forme de levier? Entre juillet et octobre 2024, une base de flux dits humanitaires sert de référence, puis un delta de plus de 5,3 milliards de francs CFA apparaît via des structures de façade. Cela signale une accélération d'influence via des circuits opaques rapides. Ce premier bloc n'est pas présenté comme un accident administratif, il marque un changement de rythme, comme si l'opération cherchait à élargir ses marges en peu de temps. Les comptes repérés prétendent financer des programmes éducatifs, mais leur mouvement d'écrit reste déconnecté de tout projet concret, ce qui force à interroger la logique. Plus le transfert paraît cohérent, plus il devient nécessaire d'examiner ce qu'il permet réellement. Le deuxième bloc concerne les communications. 32 appels en moins de 3 semaines relient des individus interpellés à des interlocuteurs extérieurs via des numéros cryptés. Le pic coïncide avec des sabotages suggérant coordination informationnelle active. La simultanéité intrigue parce qu'elle suggère que l'argent et la désinformation peuvent circuler en parallèle pour tester puis fracturer la cohésion d'unités demeurée loyale. Le motif, tel qu'il est interprété, consiste à ouvrir une faille assez large pour influencer des décisions stratégiques sans apparaître au grand jour. Dans cette logique, l'information n'est pas un commentaire de l'opération, elle en devient un outil de pression. Le troisième bloc observe la réaction sociale. Plus de 1 à 2 millions de messages de soutien sont recensés en 48 heures sur les réseaux sociaux. La mobilisation en ligne traduit un sursaut civique et vigilant. Les institutions y lisent une vigilance généralisée, comme si l'échec de la tentative avait converti une inquiétude diffuse en participation visible. Cette progression statistique ne garantit pas une stabilité durable, mais elle montre une capacité à transformer une menace en signal collectif. Pris ensemble, ces trois blocs composent un faisceau cohérent. L'argent construit l'accès, les communications articulent en la manœuvre, et la réaction d'intérieur révèle une résistance sous-estimée. Dans cette lecture, la quantification ne sert pas à impressionner, elle sert à comparer des vitesses. Un delta financier rapide, une densité d'appels courte, puis une réponse sociale immédiate dessinent une séquence où chaque minute compte. Le spectateur peut ainsi mesurer ce qui se joue derrière l'image d'une valise, la capacité d'un système à détecter, suivre, puis interrompre. Et il reste une dette de curiosité. Si ces indicateurs ont été visibles ici, quels indicateurs manquent ailleurs parce que personne ne les relie? Sur le plan technique, les plateformes régionales utilisées créent un brouillard. Plusieurs couches de transfert, plusieurs intitulés, plusieurs justifications administratives. Les rapprochements successifs, tels qu'ils sont décrits, font apparaître un schéma récurrent reliant des sociétés écrans installées à l'étranger, sans activité réelle observable. Le point important n'est pas le nom des structures, mais leur fonction, rendre l'argent présentable, puis le rendre mobile. Une définition suffit pour suivre. Le delta est l'écart entre flux attendu et flux observé. Quand cet écart grossit, l'intention devient plus lisible. Du côté des appels, la courbe temporelle compte autant que le volume. Une concentration dans quelques semaines signifie que l'opération cherche l'effet de surprise avant que l'organisation interne ne s'adapte. Les analystes relient alors intensité informationnelle et progression de l'ingérence,
comme deux ombres qui avancent ensemble. Cette hypothèse reste prudente, mais elle guide l'enquête. Vérifier les coïncidences, puis écarter les simples parallélismes. Le spectateur comprend ainsi pourquoi une suite de chiffres peut raconter une stratégie. Deux lectures opposées structurent le débat autour de la valise. La première, souvent attribuée à certaines chancelleries occidentales, parle de paranoïa d'État. Le pouvoir interpréterait chaque mouvement financier comme ingérence, au risque de rompre avec des partenaires et d'accentuer l'isolement économique. Dans cette thèse, la suspension de programmes, la réduction d'aides et la fragilité structurelle du pays rendent toute rupture particulièrement périlleuse. Elle insiste sur un danger pratique: si l'on suspecte tout, on finit par se couper de ressources nécessaires. La seconde lecture, relayée par une partie de la jeunesse intellectuelle africaine, inverse le diagnostic. Elle soutient que la dépendance prolongée est un risque plus profond que la tension diplomatique, parce que dette et clauses déséquilibrées perpétuent une perte d'autonomie. Dans ce cadre, la valise de 5 milliards devient le symptôme d'un modèle où l'influence politique passe par des leviers financiers rarement assumés. Le refus d'entrer dans ce jeu est alors présenté comme repositionnement stratégique plus que comme repli. La réponse fondée sur les éléments disponibles se place entre ces pôles, mais elle tranche sur un point: les données décrites ne ressemblent pas à une aide classique. Le delta financier de plus de 5,3 milliards via des façades, les 32 appels cryptés, puis la mobilisation en ligne indiquent une opération structurée plutôt qu'un malentendu. À partir de là, l'argument d'une construction exagérée perd en pouvoir explicatif parce qu'il doit minimiser simultanément des flux, des communications et une réaction sociale. Inversement, l'analyse centrée sur les mécanismes d'influence gagne en cohérence puisqu'elle relie ces blocs sans supposer une intention affichée. Le récit n'arbitre pas définitivement entre autonomie et dépendance. Il montre simplement que, dans ce cas, la prudence institutionnelle s'appuie sur un enchaînement vérifiable de faits. Pour être juste, le spectateur peut conserver deux idées à la fois. Oui, toute alerte répétée peut coûter en partenariat, surtout dans une économie sous tension. Mais non, l'existence de ce coût ne transforme pas automatiquement des circuits opaques en coopération légitime. La valeur du Stillman est donc de séparer la peur d'isolement réel de la nature des signaux, décrite comme anormale. La valise n'était que la surface. Le moment charnière arrive quand les autorités exposent l'arrière-plan, l'objet intercepté devient la pièce visible d'un échafaudage construit sur plusieurs mois. Les anomalies financières, jusque-là perçues comme des incidents isolés, prennent une cohérence nouvelle quand elles sont reliées aux appels cryptés et aux relais étrangers décrits dans l'enquête. La lecture bascule. Il ne s'agit plus de savoir comment un homme a transporté 5 milliards, mais pourquoi ce type de somme trouve une place dans un système d'influence. Dans ce climat, la décision initiale d'Ibrahim Traoré gagne un relief particulier. Laisser la tentative se dérouler sous surveillance apparaît comme une manière de cartographier un dispositif plus étendu que les premiers signaux ne le laissaient croire. Le point de bascule n'est donc pas un rebondissement spectaculaire, c'est une clarification. Une ingérence peut être observée en temps réel sans que la structure institutionnelle ne cède. Cette stabilité relative devient elle-même un message adressé aux instigateurs. Pour le spectateur, une question silencieuse s'impose et elle ouvre une nouvelle attente. Que change la lumière quand elle atteint enfin les zones restées dans l'ombre? Les effets de l'affaire se lisent différemment selon les acteurs, et c'est là que la valise cesse d'être un objet pour devenir un révélateur. 4 groupes permettent de suivre la propagation: l'État, les entreprises, les citoyens et l'environnement régional. Pour l'État, l'épisode agit comme une cristallisation institutionnelle. La rapidité décrite
De la détection à l'arrestation renforce l'idée qu'une partie de l'appareil reste capable de coordonner renseignements et actions opérationnelles. Des services souvent perçus comme fragmentés apparaissent ici synchronisés, capables de suivre des flux complexes et de décider en minutes. Cette cohérence redonne du poids au discours d'Ibrahim Traoré sur la souveraineté, tout en fixant un standard interne, documenté avant d'exposer. Pour les entreprises et l'économie, la visibilité nouvelle des circuits parallèles produit un double mouvement. Elle fragilise des acteurs habitués à opérer dans la pénombre, mais elle ouvre aussi un espace de renégociation, notamment autour des ressources minières évoquées dans le récit. Quand les autorités parlent de production aurifère en hausse et de recettes fiscales renforcées, certains y lisent les premiers effets d'une reprise de contrôle. D'autres y voient surtout une période de volatilité, où chaque annonce peut déplacer la confiance des investisseurs et des partenaires. Pour les citoyens, l'impact est moins abstrait et plus émotionnel. Le volume de soutien, avec plus de 1,2 million de messages en 48 heures, signale un sursaut collectif qui transforme la menace en vigilance. La disponibilité de volontaires, décrite comme rapide, suggère un glissement. La défiance passive laisse place à une participation visible, même si elle reste inégale. Dans les quartiers urbains, l'image d'Ibrahim Traoré entouré de soldats fidèles devient un symbole mobilisateur. Et la question change. Qu'est-ce qui peut encore être acheté? Pour la région, enfin, l'épisode s'inscrit dans une dynamique sahélienne plus large. La coordination renforcée entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger gagne une résonance nouvelle, parce qu'elle se lie comme réponse collective à des pressions d'influence. Dans certains médias africains, l'affaire est citée comme exemple concret d'ingérence à laquelle plusieurs capitales disent de vouloir résister. Cette lecture confère à la stratégie défendue par les autorités une dimension élargie. La souveraineté devient un projet régional, pas seulement national. Ses conséquences ne se contredisent pas, elles s'empilent. Un État qui réagit vite peut, dans le même temps, tendre ses relations extérieures et durcir ses contrôles. Une économie peut gagner en marge sur certains contrats tout en subissant le coût d'un climat plus nerveux. Et une mobilisation populaire peut renforcer la cohésion sans résoudre à elle seule les tensions quotidiennes liées à l'insécurité et aux ressources. C'est pourquoi la valise fonctionne comme un test, elle mesure la résistance d'un système, mais aussi son prix. Sur les 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires peuvent être envisagées, sans prétendre prédire. Le point commun est une incertitude structurante. Les réseaux décrits sont affaiblis par l'exposition, mais pas nécessairement dissous. Une question demeure en filigrane. Quelle variable invisible fera pencher la suite? Dans le scénario de base, le Burkina Faso maintient la trajectoire amorcée après l'échec de la tentative d'ingérence. Les institutions se stabilisent progressivement, sans transformation spectaculaire, mais avec une continuité suffisante pour consolider les réformes engagées dans les secteurs les plus exposés. La nationalisation partielle des ressources minières avance par étapes, au rythme de négociations plus fermes que par le passé, plutôt que par rupture brusque. Les projections évoquent une croissance autour de 3,5%, compatible avec la recherche de nouvelles alliances africaines. Ici, l'État ne gagne pas une autonomie totale, mais récupère des marges d'action qui réduisent une certaine vulnérabilité. Dans le scénario optimiste, l'alliance entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger se transforme en marché plus intégré. Des projets énergétiques et miniers menés conjointement créent un effet d'entraînement. Échanges plus fluides, sécurité des convois renforcés, infrastructures mutualisées. Dans cette dynamique, la croissance pourrait atteindre 6% dès 2025, porté par un pôle sahélien plus soudé et moins dépendant des circuits classiques. Le nom d'Ibrahim Traoré reviendrait alors comme symbole d'intégration plutôt que de repli,
même si le résultat dépendrait de la constance institutionnelle. Dans le scénario pessimiste, une série de ruptures s'enchaîne. Sanctions économiques, retrait de programmes, campagnes de dénigrement et nouvelles tentatives de déstabilisation. Une contraction de 2% du PIB suffirait à raviver des fractures sociales et à tendre les ressources publiques, tandis que des réseaux extérieurs chercheraient d'autres portes d'entrée. La variable décisive deviendrait la cohésion interne. Si elle se fissure, les marges d'autonomie conquises peuvent s'éroder. Une recommandation cognitive aide à ne pas se tromper de film, tenir simultanément les trois scénarios, puis regarder quels indices déplacent la probabilité relative, au lieu de s'enfermer dans un seul récit. Si les contrôles de traçabilité se renforcent, alors les circuits de façade perdent en rendement. Si, au contraire, les canaux diplomatiques se ferment, alors la tentation d'opérations parallèles peut revenir. Et si la mobilisation citoyenne se maintient, alors la détection des signaux faibles devient plus rapide. Cette affaire touche aussi le spectateur selon la porte par laquelle il entre. Pour ceux qui suivent le Sahel sans entrer dans le détail, elle rappelle que les tensions ne naissent pas seulement des combats au nord, mais aussi d'initiatives discrètes dans des espaces feutrés. La leçon pratique est de repérer les bascules de rythme, une rumeur, puis une interpellation, puis une exposition publique et de se demander ce qui a permis le passage. Un geste simple aide. Noter les dates et relier les événements plutôt que consommer des fragments isolés. Pour ceux qui regardent avec un prisme économique, la valise renvoie à un débat structurel. Comment protéger des ressources quand des flux peuvent contourner les circuits officiels? Ce public observe les indices évoqués, comme la hausse de production aurifère et des recettes fiscales, mais il doit aussi surveiller la volatilité des annonces. Un second geste simple consiste à distinguer transparence et communication. Demander quelles données sont publiées et comment elles sont vérifiées. Pour ceux que retient la dimension humaine, ce ne sont pas les chiffres qui frappent, mais les décisions acceptées, refusées ou observées assez longtemps pour dévoiler la manœuvre. Ici, la question est universelle. Jusqu'où une intégrité tient quand une offre promet de simplifier un avenir incertain? Ce public peut garder une règle: juger les actes répétés, pas les slogans, et écouter les contradictions internes d'un récit. Ces trois angles ne s'annulent pas, ils éclairent la même scène avec des lampes différentes. En choisissant consciemment l'angle, le spectateur récupère du contrôle. Il ne subit plus l'émotion de la valise, il examine les mécanismes qui rendent une influence possible. Une réponse durable ne se limite pas à saisir une valise, elle construit des barrières contre la prochaine. D'abord, les services financiers assainissent la traçabilité. Ils ferment les points d'entrée utilisés par des structures de façade dès maintenant et mesurent le résultat par la baisse des mouvements suspects. Ensuite, les autorités de contrôle croisent davantage les vérifications. Elles comparent déclarations, bénéficiaires et activités réelles chaque mois et évaluent la qualité par le nombre d'incohérences résolues. Puis, la gestion des ressources minières se durcit. L'État renégocie des clauses et limite les fuites vers les circuits parallèles sur le trimestre en suivant l'évolution des recettes officielles. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est présenté comme l'impulsion politique qui maintient la ligne de souveraineté. Après cela, la pédagogie institutionnelle transforme l'épisode en cas d'école. Formation militaire et administrative apprennent à détecter les signaux faibles sur 6 mois et mesurent les progrès par la rapidité de détection et la précision des rapports. Enfin, la vigilance citoyenne est encouragée. Associations, radios locales et acteurs sociaux débattent, signalent et documentent en continu, et l'impact se lit dans la participation aux dispositifs communautaires. Enfin, une règle de transparence réduit l'espace des récits concurrents. Publier des données, accepter le débat, rendre compte des décisions
puis vérifier la cohérence publique. Et la variable invisible évoquée plus tôt devient visible précisément ici, la capacité à maintenir ses routines quand l'attention médiatique retombe. Un indicateur transversal relie les 5 étapes, le temps de réaction entre un signal et une action documentée. Si ce délai raccourcit, l'ingérence perd son avantage de vitesse. Si ce délai s'allonge, la prochaine manœuvre trouvera de nouveau une fenêtre. Quand le récit revient vers les premiers officiers, ceux qui ont choisi d'écouter et de noter plutôt que de dénoncer, la valise perd son aura spectaculaire. On comprend que l'essentiel s'est joué dans un bureau sobre, dans une hésitation feinte, puis dans une transmission patiente minute après minute. Leurs gestes n'avaient rien d'héroïque. Ils étaient méthodiques, presque froids, et c'est précisément cette froideur qui a empêché la crise de s'allumer. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré n'est pas peint comme une icône. Il est un point d'ancrage autour duquel ses choix se sont alignés. Les images où il apparaît entouré de soldats fidèles prolongent le motif du début, une souveraineté qui ne se proclame pas mais se prouve par une méthode. Au moment de refermer l'affaire, ce ne sont pas les chiffres qui dominent, mais le souvenir d'hommes restés lucides face à une promesse de facilité. La loyauté résiste quand tout semble négociable. Le spectateur peut garder cette image comme un test intime. Si une offre arrive avec des mots doux et des raccourcis, la question n'est pas seulement combien, mais à quel prix collectif. Et c'est ce prix, plus que la valise, qui reste dans la mémoire. En quittant cette histoire, le Burkina Faso n'apparaît plus seulement comme le théâtre d'une tentative d'ingérence. Il apparaît comme un espace où pouvoir, dépendance et vigilance collective se redéfinissent, parfois dans le silence, parfois dans l'excès de bruit. Le récit suggère que les décisions prises dans les bureaux ne suffisent pas, surtout quand l'argent cherche la porte la plus courte. Il faut aussi regarder les réactions locales, les discussions de quartier et les signaux qui montent avant les communiqués. Pour prolonger la réflexion, 3 pistes restent ouvertes aujourd'hui. Suivre l'évolution des débats sur la souveraineté, observer les réformes économiques évoquées et prêter attention à la manière dont les données sont publiées. Une communauté qui discute calmement de ces mécanismes réduit l'espace des manipulations, quelle que soit l'opinion sur Ibrahim Traoré. Et la question finale, douce mais exigeante, revient à chacun. Face aux valises visibles ou invisibles autour de soi, jusqu'où accepter qu'un autre fixe la valeur de sa liberté encore?